l'aventure, là. Allez. Tu parles à une meuf qui n'a pas dormi en 24 heures. Je sais pas quelle connerie je vais dire. Vas-y. Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Arbia Smiti. Arbia, c'est qui ? C'est une success woman. Arbia est née à Tunis. Elle arrive en France après avoir obtenu une bourse pour intégrer une école d'ingénieur. Après son école, elle se lance dans un master marketing, communication, et puis elle travaille chez L'Oréal. Et puis en 2010, donc quand même il y a 14 ans, elle décide de lancer Carnet de mode, la première marketplace internationale pour les marques émergentes dans la mode, qu'elle revend. Entre-temps, il y a eu des petites boîtes vendues, etc. Mais on n'en parle pas parce qu'elles ne sont pas non plus. En 2019, Arbia fonde Rosalie, qui est une solution d'acompte sur salaire. Arbia va nous en parler un peu plus longuement derrière. Mais Arbia, surtout, elle fait partie du classement que tous les gens... tous les entrepreneurs de moins de 30 ans rêvent d'avoir, le 30 Under 30 de Forbes et les 10 Best Entrepreneurs in Tech par Madines. Madines, très bien, mais 10 Best Entrepreneurs in Tech. Bref, Arbia, c'est l'une des queens de la French Tech française. C'est une femme qui en veut, c'est une entrepreneur qui n'a pas froid aux yeux et surtout, c'est une meuf qui est charmée, avec laquelle on se marre, qui est mère aussi, pas mère de Paris, mais mère de 2 enfants. Et donc, c'est donc possible d'être entrepreneur successful et d'avoir des enfants. Elle va nous en dire plus. Salut Arbia. Salut Pénélope. Comment ça va ? Normalement, ça va. Mais là, pas trop. Voilà, t'as pas dormi là ? Non. C'est les enfants, ça. C'est le boulot ou les enfants ? Non, les enfants, particulièrement aujourd'hui. Ouais. C'est dur, les enfants ? Je pense qu'il n'y a pas une maman qui dirait que c'était facile. Ouais. Mais est-ce que c'est plus dur, tu crois, de monter une boîte ou d'être mère ? Non, d'être mère, bien sûr. Tu rigoles. Ah ouais ? Ah oui. Sans hésiter ? Ah oui, sans hésiter, ouais. C'est facile pour toi de monter une boîte ? La boîte, c'est pas forcément pour la vie. Les enfants, ils arrivent et c'est jusqu'à la fin. Oui, mais en termes de stress, en termes de doute, en termes de remise en question... charge mentale de dingue, ouais, tout à fait, bien sûr. Les enfants ou la boîte ? Les enfants. La boîte, non ? Oui, mais en fait, là, tu me compares les deux. Et c'est incomparable. Franchement, c'est incomparable, clairement. Et donc, monter une boîte et être mère, c'est complètement faisable ? Bien sûr. C'est pas difficile ? Je mentirais si je te dirais non, c'est facile. Non, parce que de toutes les façons, l'entrepreneuriat, même sans être maman, c'est vraiment difficile. Peu importe ce qu'on dit, etc. Oui, on adore être entrepreneur. Oui, j'ai jamais vu un entrepreneur qui regrette et qui dit « j'aurais jamais dû faire ça, etc. » Il y a une raison. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à sauter le pas. Mais c'est très, très, très difficile. À quel point c'est difficile ? Je sais pas comment dire ça. C'est un grand 8, c'est un roller coaster, c'est beaucoup de moments difficiles. Les quelques moments, on va dire, bright, comme on dit, de joie, elles se comptent normalement sur les doigts de la main. C'est juste qu'on se rappelle à la fin que de ces moments-là parce que c'est très, très fort. Mais tout le reste, c'est très dur. C'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Tout à fait. Et est-ce que tu trouves pas, moi je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est très très difficile l'entrepreneuriat, mais en même temps assez jouissif, mais est-ce que tu trouves pas, en fait je n'entends nulle part des entrepreneurs dire que c'est très très difficile. Nous on le sait parce qu'on est dans des milieux d'entrepreneurs. Non, franchement, je pense quand même que maintenant, on en parle beaucoup plus. Mais où ? Je pense qu'il y avait une période, en fait, j'avoue, moi, quand j'ai commencé, par exemple, Carnet de mode, il n'y avait pas un écosystème entrepreneurial du tout. Ouais. Donc, toute la mission était d'être rôle modèle, de pousser, en fait, les gens à entreprendre parce que c'était absolument pas connu, de venir en parler même dans les écoles, etc., etc. L'écosystème a changé en quelques années, c'est hallucinant. Et maintenant, du coup, on a le temps. Maintenant qu'en fait, il y a pas mal de gens, en fait, qui entreprennent, on a maintenant le temps de faire, justement, un step back et voilà, d'expliquer que c'est pas facile. Qui dit que c'est pas facile ? Tous les entrepreneurs. De eux à eux, en entre-soi. Mais dans les médias, j'entends personne. J'ai entendu dernièrement le CEO de Nvidia, par exemple, qui est quand même énorme, où on lui pose la question de si tu avais su, en fait, il y a quelques années ce que tu referais. En fait, il a dit non. Il a quand même dit non. Il a dit non. Il explique alors qu'NVIDIA aujourd'hui c'est la boîte en fait à regarder. Oui, il y a beaucoup de gens maintenant qui en parlent. C'est exactement comme les mamans maintenant qui disent aux autres putain c'est pas facile d'accoucher tout ça. On n'en parlait pas avant donc ouais. Je pense que maintenant il y a un peu
plus de sincérité, en fait. Ah ouais, mais moi, j'entends pas trop de gens... parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on a besoin d'entendre que les autres ont du mal aussi. Ça nous rassure. De se dire qu'on n'est pas les seuls, quoi. Enfin, si on nous pose la question, honnêtement, moi, Oui, genre, quand on pose la question. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a moins de... Bon, d'accord. Et je trouve que les femmes en parlent beaucoup plus que les hommes. Ouais, parce que pareil, c'est beaucoup plus difficile parce que les femmes, on a beaucoup plus de biais, et de problèmes et d'obstacles en fait qu'un homme. Donc c'est normal en fait qu'on puisse en parler, sachant que même en parlant, on n'arrive pas vraiment à des résultats. Si tu vois les stats, etc. Donc si on n'en parle pas, c'est chaud. Mais c'est le début en fait de la parole. Mais à mon avis, ça va être le thème. Comme par exemple banaliser l'échec aussi, qui est aussi un gros sujet culturel. En fait, en Europe, là où justement on le célèbre, aux États-Unis et ailleurs, voilà, c'est des choses en fait qui sont en train de changer. Et justement, pourquoi ? Parce qu'il y a une plus grande internationalisation, parce qu'il n'y a plus de frontières, parce que les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est pas les entrepreneurs d'avant, parce que quand on monte une boîte, on voit direct en fait gros et scalable, etc. On n'est plus sur la boîte locale, donc culture locale, etc. Et voilà, donc en fait, on essaye un peu d'arriver presque au même piédestal que les autres. Et toi, quand tu as lancé Carnet de mode, donc il y a 15 ans à peu près, tu te disais quoi ? Je vais monter un truc dans ma... Ça fait ça, date. C'est chaud. Tu te disais, je vais monter un truc dans ma chambre ? Ou tu voulais monter une licorne ? Ou c'était quoi ton ambition ? Honnêtement, c'est très difficile de parler de la première fois. Parce que quand on se lance vraiment en entrepreneuriat la première fois, je ne pense pas qu'on réfléchit beaucoup. Non. Vraiment. C'est pas du tout comme la deuxième, troisième, etc. Où on devient beaucoup plus rationnel, où on se pose des questions, où on veut minimiser en tout cas ses chances, maximiser ses chances en tout cas de succès, enlever le maximum d'erreurs, etc., etc. Franchement, la première fois, ça part toujours en fait de là, des papillons dans le ventre, soit détecter une problématique. On ne se pose même pas parfois la question, est-ce que du coup cette problématique-là, elle me parle qu'à moi ou à plein d'autres gens ? Et c'est d'ailleurs ça la connerie, et c'est comme ça qu'on finit à la fin par échouer, en général, parce qu'on ne pense pas à taille marché, etc. Mais tout part de là, en fait. Et donc, on ne réfléchit pas, et je pense que c'est un blessing de ne pas y réfléchir, parce que tu ne réfléchis pas, tu sautes le pas, tu fais. Et de toutes les façons, quand tu es lancé, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus, en fait, regarder derrière toi. Donc, et toi, comment ça s'est lancé, Carnet de mode ? Je pense que moi, par contre, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que qui me parlait depuis toujours. Même si je ne connaissais pas le mot entrepreneur avant très très tardivement, mais c'est plus liberté, c'est plus changer le monde, c'est plus ça en fait, qui était pour moi les synonymes en fait de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as une famille d'entrepreneurs ? Pas du tout, absolument pas. Je viens de famille de col bleu, de fonctionnaires au fin fond de la Tunisie, dans un bled vraiment banlieue même de Tunis, qui ont toujours eu leur sorte de CDI toute leur vie, et que pour eux le succès, ça arrivait à être, à avoir un CDI au SMIC, ça c'est génial. Tout à fait. Ou femme au foyer, parce qu'encore une fois, je viens aussi d'une famille qui est très traditionnelle, pratiquante, en Tunisie, où voilà, on prépare la femme plutôt pour être super mère au foyer. Donc non, très 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 loin de ça. Donc j'ai dû aller complètement contre tout le monde, contre ma famille. J'ai immigré toute seule. La première en fait de toutes les générations en fait de ma famille, parce que personne n'est sorti de la Tunisie. Tu es partie à quel âge ? Je suis partie juste après mon école de prépa, parce que de toute façon je ne pouvais pas partir comme ça sans argent, donc tout était bien planifié. Mon seul exit en quelque sorte, c'était de choper une bourse, donc j'ai fait tout pour que justement mes parents puissent rien dire, et donc prendre mon billet d'avion, aller vivre en fait à l'étranger avec un minimum de matelas de sécurité, avec quelqu'un qui paye mes études et surtout en moins une partie du loyer. Mais pourquoi tu avais envie de ça ? Alors, je pense que ça revient à l'environnement. Encore une fois, je pense que rares les gens, en tout cas, qui viennent des mêmes circonstances que moi, situations, qui ne veulent pas plus. On sort. Tu aurais pu te complaire là-dedans, sans avoir l'ambition. Difficile de... peut-être oui, c'est un caractère, je ne sais pas. Mais moi, c'était absolument très insatisfaisant. Ce que je voyais là-bas, j'étais ni compatible avec la mentalité, ni la culture, ni l'environnement. Je voyais absolument pas mon futur, en tout cas. T'as des frères et sœurs ? J'ai 3 frères et sœurs. On est 4. Plus petits, plus grands ? Tous plus petits, je suis l'aînée. Et ils ont fait quoi, eux, derrière ? Ils sont restés. Donc tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais je suis très, très différente de ma famille, d'ailleurs. Et eux, ils sont heureux ? Complètement. Et ils ont leur famille, leurs enfants, ou ceux qui étudient encore. C'est un peu...
comment dire, chacun sa vie. C'est vrai qu'en Ouais. fait, c'est pas forcément, à mon avis, l'éducation des parents ou autre qui façonne la personne. Il y a plein de choses, en fait. Il y a un qui peu nous d'inné façonnent. aussi, Heureusement, quoi. d'ailleurs. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, t'es arrivée en France, t'es arrivée à Paris? Je suis arrivée à Nantes Ouais. parce que j'ai pris une école d'ingénieur là-bas. Et après, je suis arrivée à Paris pour mon stage de fin d'études avant de rentrer à l'ESCP, justement, pour rester. Mais tu savais ce que tu voulais faire? Tu voulais juste aller en France? Alors, oui, je voulais venir en France. Il faut savoir que tu peux pas non plus tout choisir quand tu es boursier. On a une liste en fait d'écoles où il y a des quotas, etc., qu'il faut respecter. Des écoles d'ingénieurs, mais j'avais pas le droit en fait à tout. Et donc, ouais, si on veut justement avoir la bourse et rester, on se cantonne avec ça. Donc, j'ai dû quand même, comment dire, faire my way autour de ça. Donc, me dire, ok, ça c'est mes contraintes. Comment justement j'arrive quand même à faire ce que j'ai envie de faire, tout en tournant, tout en respectant en tout cas ces règles-là. Donc oui, j'ai accepté cette école d'ingé. En réalité, je suis presque jamais allée. Je suis allée que pour passer les examens. Et tu as eu? Oh oui, parce qu'en fait, faut savoir que là, tu passes 2 ans quand même de prépa. J'étais là, un peu étoile, donc c'était très facile en fait derrière. Et donc, j'en ai profité pour justement faire que des stages très 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 longs à l'étranger, voyager, enfin être libre. Donc, j'ai fait l'Autriche, Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Allemagne, un an pour un Erasmus. Donc, voilà, j'en profitais à fond pour justement goûter à cette liberté et tout ce que... ce dont j'aspirais, en tout cas, dans mes bouquins, dans ma chambre en Tunisie. Que tu lisais beaucoup? Je lisais beaucoup. C'est marrant parce que je lis plus depuis que je suis arrivée en France. C'est hallucinant. C'est un peu dommage. Tout à fait. On va savoir pourquoi. Et tu étais seule quand tu arrives en France? Tu connaissais personne? Oui. Enfin, je connaissais personne. Et tu parlais français? Oui, en fait, il faut savoir que la Tunisie, elle a été colonisée par la France, donc c'est une langue qu'on apprend à l'école à partir du primaire. D'accord. Mais on ne la pratique pas. Enfin, on parle arabe, mais le français, on apprend à l'école. C'est comme vous apprenez l'anglais. Comme l'espagnol, quoi. Oui, voilà. Vous apprenez l'anglais. Ouais. Mais du coup, oui, j'ai dû le pratiquer ici. Après, moi, je regardais beaucoup la télé. Je suis une screen junkie à fond. D'accord. Donc, t'as les bouquins aussi. Je lis beaucoup de livres, donc en français, anglais et arabe. Et je regardais beaucoup les chaînes un peu partout. Donc, je voyageais, en fait. Avec la télé. Et ESCP? L'ESCP, pour justement un peu sortir de cette règle, dire ok, on m'a cantonné ici, dans un truc qui ne me correspond pas forcément, j'ai fait ma part du contrat et je vais le continuer avec un master à l'ESCP pour faire marketing e-com, avoir justement un double diplôme et sortir et faire ce que je veux en fait derrière ou aller chez n'importe quelle entreprise. Tu ne savais pas encore ce que tu voulais faire? Absolument pas. Moi, je suis toujours, ESCP, trop bien. Où tu as appris des trucs ou pas? Ah, bien sûr, franchement, c'est un master accéléré pour apprendre pas mal de choses sur le marketing. Tu vois, quand même, je faisais ingénieur, donc rien à voir, très très différent. Donc c'était beaucoup de pratiques intéressantes. Et après, je suis rentrée chez L'Oréal. C'était vraiment l'école du marketing. C'est un peu le Procter & Gamble aussi. D'excellence ici. Mais je pense que cette première expérience professionnelle chez un grand groupe, c'est là où en fait ça t'apprend. Mais ouais, je reviens à ce dont j'aspire, la liberté. Et cette liberté, je ne la trouverai pas dans une boîte à milliers de salariés, quoi, où on est toutes pareilles. Voilà. Mais sachant que tu es jeune à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. 24. Je sais plus. Un truc. Et tu sais déjà qu'en fait, ça ne te va pas le salariat? Oui, non, parce que quand on aspire à des grandes choses, tu sais que... Et je suis très impatiente de nature. Donc, quand j'ai appris juste quelques mois chez L'Oréal, tu te dis, non, ça prend tellement de temps. Non, ça ne me correspond absolument pas. C'est la lenteur, en fait, je pense, qui m'a poussée. Parce que pour moi, tout ça est synonyme de la même chose, la liberté, quoi. Liberté pour faire, justement, et pour faire de l'action concrète, l'action qui a un grand impact. Et mot grand impact, pour moi, il faut des grandes actions. Et pour faire des grandes actions, il faut un timing très, très rapide. Tu ne peux pas faire ça sur un temps très, très, très long. Et à ce moment-là, tes parents, ils disent quoi? Ils ne comprenaient jamais rien de toute façon de mes décisions, mais j'imposais. J'ai une sorte de côté qui est... je montre par l'exemple. Je ne pose pas la question avant. Tu fais. Rien. Je fais et je montre. Et ils adhèrent avec le résultat. Ils ont adhéré très tard, mais ils adhèrent parfaitement maintenant.
Maintenant, oui. Ouais, Ouais, tout à oui, fait. oui. Tout à fait. Et là, et carnet de mode, comment c'est arrivé? Carnet de mode, comment c'est arrivé? Je pense que c'était vraiment... qu'est-ce que je faisais? Oui, j'ai créé une sorte de blog en même temps que j'étais ouais. toute seule. J'étais chez L'Oréal parce qu'il faut que je fasse d'autres choses et j'adorais la mode. Et je rencontrais pas mal de créateurs, au Marais, etc. Et je découvrais que ce marché, en fait, il n'y a rien. Ces gens-là, tu en as des milliers talentueux qui sortent des écoles et qui juste rêvent qu'un jour, un acheteur des department stores tombe sur eux ou tombe amoureux pour passer une commande, quoi. C'est vraiment très, très aléatoire. Et donc, je me suis dit, mais il manque un énorme truc, un canal de distribution, de la désintermédiation. Et du coup, j'ai créé la première marketplace au moment où il n'y avait pas de marketplace, en fait, qui existe. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, Miracle, à l'époque, tu vois, on a commencé en même temps. Eux, ils ont commencé à faire la techno pour la vendre en B2B. Ouais. Là où moi, j'ai fait la même techno, mais pour l'offrir, en fait, à des marques émergentes. Donc, tu as développé ta propre techno. Absolument. On a développé notre propre techno. C'était la toute première. La toute première, vraiment. Enfin, ça n'existait pas à l'époque. Mais non. Ah oui, si. Enfin, Miracle aussi. Enfin, on était d'ailleurs, on a commencé en même temps la techno. On a levé chez le même fonds d'investissement. C'est juste qu'on avait des business models différents. C'est juste le modèle économique qui est différent. D'ailleurs, le leur est du coup éprouvé beaucoup mieux que le mien. Et donc, moi, je ferais plutôt la techno pour les marques contre l'exclusivité en ligne et un cut sur tout ce qu'ils vendent. Sauf que pour qu'ils vendent, justement parce que ce n'est pas des marques connues, il fallait que je leur fasse en plus du marketing. Oui. Donc, ça me fait vraiment un travail beaucoup plus important que, par exemple, notre boîte qui vendrait simplement le SaaS, la techno, et qui, justement, aurait une seule mission qui est améliorer cette techno au maximum, quoi. Et du coup maintenant, les marketplaces, c'est un phénomène. Ouais. Mais à l'époque, donc, carnet de mode, donc tu... Attends, c'est seul à ce moment-là? Seule, c'est-à-dire. T'es seule associée fondateur, Ah oui, j'étais solo fondatrice. T'as levé seule? Absolument, ouais. T'as levé seule, avec une équipe seule? Oui, tout à fait, ouais. Waouh. Ouais, c'était très dur en plus à l'époque, parce que l'écosystème. Alors en plus, j'avais tous les critères qui sont dedans. Femme, solo, founder, qui ne sort pas forcément de l'X ou l'école centrale. Enfin bref, tout ce qui est no. Donc, et t'as réussi? Compliqué. J'ai réussi, mais c'était pénible. Enfin, voilà. Encore une fois, on parle de la réussite, mais on oublie que pour avoir un oui, tu chopes sans nom, en fait. T'as vu beaucoup d'investisseurs avant? Bien sûr, en fait, c'est toujours comme ça. Après, tu vois, le plus important, c'est d'avoir un. T'as besoin d'un seul, en fait. Un seul qui dit oui, qui croit en toi, pour justement qu'il fédère aussi d'autres autour de lui. Mais pour arriver à ce seul, soit t'es chanceux de malade et tombes là-dessus. Et ça, c'est rare, j'en ai rarement entendu ça. Soit tu tapes une centaine, milliers de gens, tu prends des gifles dans tous les sens, des noms, il faut être solide et reprendre. Parce qu'en fait, à chaque fois, on te dit non en t'expliquant que non, c'est de la merde ou je crois pas une seconde, etc. Et donc, il faut quand même se réveiller le lendemain et prendre en fait son courage à deux mains et se rappeler pourquoi on y croit à 1000% pour pouvoir justement fédérer d'autres personnes et les convaincre même à 20%, de 1000 à 20. C'est pas facile. Il y a un moment, tu t'es pas dit, en fait, au bout du 50e, non, en fait, peut-être qu'ils ont raison, c'est de la merde? Écoute, je pense que c'est ça la définition d'un entrepreneur. Parce que si tous les entrepreneurs, du coup, dès qu'on leur dit non, ils arrêtent, on n'aura jamais de boîte, on lâche pas. Mais ça, la résilience, c'est le maître mot de tout ça. Après, voilà, ta résilience, c'est soit elle t'emmène au mur, soit au bon chemin. Personne ne sait, de toutes les façons. Mais c'est le chemin qui compte et un entrepreneur croit en son chemin. Après, on attend toujours tous le résultat, quoi. Et donc, tu lèves et là, il faut que tu te trouves une équipe. De ouf. Tout à fait, bien sûr. Un dev et tout, là. Mais oui, tout ça, en fait, se fait au fur et à mesure. Donc, tu lèves, tu cherches une équipe, mais petit à petit. Tu ne montes pas, en fait, une équipe d'un coup. Je commence toujours par la tech, parce que de toute façon, il fallait monter. D'ailleurs, pour lever de l'argent, tu ne peux pas venir juste sur une idée. Non, tu viens quand même avec un profond concept, tu viens avec même des chiffres, etc. Donc, moi, j'ai trouvé, du coup, mon dev avant d'aller lever. Et surtout, j'ai développé, en fait, la marketplace, j'ai commencé à avoir des premiers créateurs, à montrer justement qu'il y a un engouement possible, etc. pour prouver ça, pour pouvoir lever, ensuite agrandir l'équipe. Sur tes propres sous, là, à ce moment-là? Au départ, tu commences avec tes propres sous, avec rien. En fait, moi, je leverageais beaucoup mon réseau parce que du coup, pendant 4 ans en France, tu crées un réseau de zéro. Même si je venais avec zéro, tu le crées en fait, avec les amis, des amis qui sortent de la promo avec toi. Il y en a ceux qui sont très bons en design, qui vont te faire
faire ton logo gratos, celui qui est bon en marketing et qui va te filer un coup de main en fait là-dessus, celui, je sais pas. Enfin, c'est ça la Sauf beauté. que est-ce qu'on peut demander 15 allers-retours à un mec qui te le fait gratuit? Non, et c'est pour ça ça le qu'il ne faut problème. pas être chiant. En fait, au début, on parle de proof of concept, on parle de maquette, etc. Voilà. Ça fait partie, à mon avis, des choses de toute façon qu'un entrepreneur doit faire. Savoir fédérer des gens autour de soi. Ça commence par fédérer soit sa famille, soit ses amis, ou son réseau proche, pour avoir en tout cas soit des services gratuitement, soit de la love money, c'est comme ça qu'on appelle, si on peut. Et fédérer ensuite une équipe qui est là pour partager cette aventure avec toi et se donner à fond. Fédérer des investisseurs pour te donner de l'argent pour agrandir cette aventure, etc. Et fédérer tes clients, surtout en premier, pour vendre ton service. Donc, c'est ton job, en fait. C'est le job de l'entrepreneur à 100% tous les jours, quoi. Et ça marche au début bien, pas bien? Oh, bien sûr qu'en fait, tu pivotes 1000 fois. C'est ça. Bah ouais, enfin, T'avais fait un BP Bien sûr. pour la lever, mais en soi, tu comptais le suivre. Bien sûr, tu fais un BP, mais en fait, ça change tous les jours. C'est pas le BP, en fait, qui compte. C'est plus écouter le marché, tester, etc. Moi, j'étais toujours quelqu'un qui teste sur le marché au lieu de passer du temps à faire des PowerPoint et des BP. À l'époque, d'ailleurs, c'était très bizarre parce que maintenant, c'est devenu un peu la mode. Mais avant, venir comme ça ou commencer sans un super BP sur Excel et un super PowerPoint qui claque, t'as rien. Non, moi, je montrais toujours avec, faisons une maquette et envoyons à une centaine de personnes que je connais, les contacter un par un. Et c'est ça qui me donne mon truc. C'est toujours un panel de vrais gens, en fait, qui testent et qui me donnent la réponse. Et une fois que tu as pivoté et trouvé ton bon angle, oui, après, tu passes par les problématiques de scale, comment justement tu scales ton équipe, comment tu les manages. Et j'ai jamais managé avant, donc tu apprends sur le tas, tous les jours, quoi. Tu apprends à manager, tu apprends à t'adapter, tu apprends justement à créer une culture dans ta boîte, parce que tu découvres qu'il y a une culture de boîte à créer. C'est un peu toi qui l'as absolument, et à instaurer, alimenter, à la préserver, etc. Malgré qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent. À faire du middle management, pour déléguer, à savoir prioriser parce que tu découvres que ta journée, c'est que 24 heures, c'est pas 40, etc., etc. Pas mal de choses, en fait, que tu découvres. Et donc, j'espère que je suis maintenant 1000 fois meilleure manager que ce que j'étais. T'étais pas bonne au début? Je pense que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la manager trop proche de ses équipes. Après, je me trouvais un peu en galère à mixer perso-pro. J'ai switché du coup à l'inverse, complètement. Autoritaire, odieuse. Et donc voilà, tu t'arrives à la fin à cet équilibre. Mais cet équilibre, il n'y a pas en fait un standard. Donc chacun trouve son équilibre comme il faut. Et tu ne peux pas le trouver si tu n'essayes pas. Aller dans les deux sens en fait, pour arriver à trouver ce milieu, quoi. Et à la fin de Carnet de mode, il y avait combien de personnes? On était une centaine à peu près. Quand même, hein. Enfin là, il y a du management avec 4 personnes, quoi. T'es pour un management, quand même, oui. Enfin, c'était des départements, etc., etc. Après, en fait, on a ouvert l'international aussi. Donc, on avait des gens, en plus, avant de vendre Carnet de mode, on a ouvert en Chine. Oh, c'était une aventure, ça. L'Asie, la découverte. Oh là là, trouver un partenaire local pour qu'on se comprenne. Passer 1 an pour créer un compte bancaire, un compte... c'était juste dingue. Tu le referais, ça? Ah oui, si j'ai en tout cas un projet où le marché est asiatique, etc., bien sûr, c'est un marché de malade. Enfin, tu t'adresses quand même à... Mais ouais, c'est pas facile. Après, là, maintenant, tu apprends justement à ne pas le faire tout seul. Quand tu viens comme ça, tout seul... Tu fais aider, quoi. Oui, il y a des gens par qui tu dois passer. Pareil, c'est fédérer les bonnes personnes. T'entourer des bonnes personnes, c'est aussi un ingrédient d'une bonne recette, quoi. Oui. Tout à fait. Et après... Combien de temps, là? 5 ans, 7 ans? Combien de temps ça fait, Carnet de mode? C'est-à-dire... 7 ans avant de vendre. Ouais. Et t'en as eu marre? T'as eu une proposition, ça marchait pas assez? En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent à un moment donné, en fait, pour la personne. Et jamais, en fait, non, parce que, ou machin. C'est plein de conditions, d'ingrédients qui tombent, en fait, en même temps. 7 ans, c'est quand même pas 2-3 ans. Je pense, en plus, que je sentais que ça allait pas, en fait, être la licorne à laquelle j'aspirais. Et que, du coup, je me posais la question de est-ce que je me tuerais, en fait,
fait à la tâche sur un truc en fait qui va rester petit, ou est-ce que je mettrais plutôt mon expérience, mon temps, parce que je suis très impatiente sur quelque chose en fait qui ira beaucoup plus vite. Donc ça c'est une question. L'offre en fait qui est arrivée, et 3, à l'époque l'e-commerce c'était la folie. Le B2C, il y avait énormément de sites qui commençaient à se fermer, se casser la gueule aux États-Unis, et c'était juste une histoire de temps pour que ça arrive en fait en France. D'ailleurs c'était le cas après. Donc je pense que c'est arrivé au bon timing et j'ai pris la décision que je trouvais la bonne à ce moment-là. Et là, tu t'es dit, et maintenant ? Ah oui, parce que quand tu achèves une aventure comme ça, c'est-à-dire que c'est pas l'outcome en fait, auquel t'aspirais, le gros truc, etc. Bah, t'as le goût d'inachevé total. Et donc, clairement, ça te donne une niaque de malade de craquer le truc. Une petite dépression ? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non, au contraire. Déjà, tu te réveilles le lendemain, tu dis waouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tu découvres ce que c'est une charge mentale. Hallucinant, mais vraiment hallucinant. J'avais l'impression qu'un poids, ou que mon âme, en fait, elle est partie dans l'air. Pour moi, c'était hallucinant. Quoi. Je suis devenue très, très légère. Et après, très vite, tu te poses la question, OK, et demain, qu'est-ce que je fais ? Et tu t'y remise direct ? Ah oui, parce que quand tu regardes déjà ton agenda, j'ai eu un peu une fureur de fou de voir un agenda vide. J'avais jamais eu justement cette impression avant. J'ai toujours un agenda très, 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 très rempli. Donc, ça m'a pris en fait un petit choc. Et tu te ressaisis très vite et tu te dis, génial, je vais me mettre sur la partie que j'adore. D'ailleurs, la première partie, c'est toujours la partie la plus fun. Hein. C'est chercher en fait son idée, son projet. Mais moi, ça m'amuse pas, ça. J'aimerais faire ça toute ma life. Mais c'est génial. Mais c'est super. Vraiment, c'est la partie création que tout entrepreneur adore. Oui, sauf qu'en fait, tu vas là-dedans, tu te rends compte qu'en fait, ça marche pas, donc tu pivotes. Oui, mais très peu d'entrepreneurs, justement, aiment la partie d'après, qui est le scale, le machin, le management, parce que tu passes ton temps juste à des réunions à gérer de l'humain, en fait. En gros, au lieu de... Et t'oublies carrément pourquoi tu as monté cette boîte. Là où la partie fun, au départ, c'est craquer ce pain, craquer cette problématique qui va changer le monde, ou qui va changer, en tout cas, une partie de ce monde, et qu'est-ce que je peux apporter comme solution là-dessus. C'est juste génial. Et alors, tu fais comment pour essayer de craquer ça ? Tu écoute, lis, justement, cette deuxième fois, là, pour le coup, tu t'assagis, tu fais pas la même connerie qu'au début, et tu te poses des bonnes questions. 7 ans d'entrepreneuriat, t'inquiète que c'est une accélération de malade. C'est comme 50 ans, en fait, de notre vie. C'est assez dingue. Et donc, oui, j'ai fait ça de manière très rationnelle. Je me suis dit, OK, je vais m'ouvrir toutes les portes. Là, qu'est-ce que je fais ? Donc, déjà, j'ai fait ce que je sais faire le plus, qui est fédérer mon réseau. Donc, contacter tous mes potes, investisseurs, entrepreneurs, etc., pour avoir le maximum du deal flow. Lire, en fait, deal flow, donc c'est les decks que les investisseurs reçoivent d'entrepreneurs un peu partout dans le monde, parce que c'est comme ça que ça, c'était ma lecture qui remplaçait les bouquins, les livres. Donc, tous les jours, je lisais, en fait, des dizaines de decks de boîtes. Donc, ça t'inspire de fou. J'ai fait le tour aussi des... Ils ont le droit, les investisseurs, de transmettre ça ? Non, parce que moi, je travaillais, j'ai proposé du coup mes services comme entrepreneur in residence, etc. Donc, je donnais mon avis, mon opinion, etc. En échange justement de cet accès-là, je votais pour les dossiers sur lesquels ils investissaient. C'est comme ça que j'apprenais aussi d'être à leur côté. Donc, je suis passée aussi de l'autre côté pour voir comment ça se passe, pour compléter mon expérience en tant qu'entrepreneur. Voilà. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des centaines de cafés avec des entrepreneurs pour brainstormer sur mes idées, à moi les challenger, parce que c'est comme ça en fait. Tu montes sur une idée, c'est génial. En fait, il suffit juste de 2-3 questions. Quelqu'un qui te remet ça en fait machin, et tu la jettes dans la poubelle à côté et tu passes en fait à celle d'après. Je me rappelle aussi que j'ai passé une bonne période à faire le tour des universités, des labos de recherche, parce que je cherchais du coup à un produit déjà en garage, comme dans les films, où un chercheur qui a passé toute sa vie sur un produit, mais puisqu'en fait, il ne se maque pas de manière spontanée avec des business founders, parfois, la majorité en fait, de leurs idées, leurs produits, etc., finissent je ne sais pas où, sur des brevets que personne ne lise. D'accord. Et ça, c'est dommage. Et donc, je trouvais que ça serait génial si je touche quelque chose. J'étais vachement par la santé, la biologie, etc. Enfin, des trucs très différents. T'as pas trouvé ? C'est compliqué. J'ai trouvé des super projets, mais toujours, en fait, il faut que les planètes s'alignent. C'est pas facile, surtout quand tu te greffes un début de projet déjà là. Ça, c'est très compliqué parce que, oui, se greffer à un projet, au départ, c'est smart parce que ça te permet
permet de gagner, aller économiser les 2 années en fait de galère à chercher le truc, etc., de dev, et tu viens, boum, sur ta partie que tu sais très bien faire, lever des fonds, changer le business model pour que ça marche, marketer, etc. Mais ça, il faut tomber sur déjà la bonne équipe qui est déjà mature dans sa tête à ce moment-là pour accepter et voir en fait ta valeur quand tu viens tout changer, etc. chez eux. Avoir aussi le produit qui a un potentiel de dingue pour qu'il soit scalable, etc. etc. C'était trop dur. Et donc, je me suis retrouvée avec la conclusion qui est soit, du coup, tu patientes pour qu'un projet comme ça, où tout s'aligne, te tombe dessus. Et ça, du coup, tu ne peux pas savoir. Ça peut tomber demain comme dans 5 ans. C'est la loterie. Et des gens, en fait, qui sont arrivés en fait, à avoir ces super projets. Et il faut être très patient. Ce que je rappelle, ce n'est pas du tout ma qualité, du tout. Ou tu remontes à 1 de 0, chose que j'ai déjà faite. Donc, elle ne me fait pas peur. Quitte à passer les premières années à galérer pour la faire sortir. Et là, tu te dis, Rosalie. Oui, parce qu'en fait, pour le coup, cette deuxième fois, j'avais une checklist claire de ce que je voulais. Bien sûr qu'il faut toujours que ça parle, en fait, que ça me fasse des papillons au ventre, ça c'est clair et net. Mais de manière rationnelle, aussi, il faut que ça check en fait, des points comme produit scalable, et un business model viable, ambitieux, international, mais aussi, et très important, impact. Et donc, je me suis posé quel impact, en fait, me parle. Et c'est plus impact social. Je viens de fin de la Tunisie, problème de facture d'argent. J'ai baigné dedans toute ma life. C'est d'ailleurs le sujet de dispute numéro 1 de mes parents depuis toujours. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui me parlait direct. Et l'argent, disons-le, c'est la source, en fait, de tout. C'est la source de tout. Bien sûr. Ok, c'est pas du tout un but, mais c'est un moyen pour plein de choses. Oui. Et son manque aussi peut créer en fait un énorme danger et peut créer pas mal de choses en fait. Et donc, je me suis dit, je cherche un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus important. Changer le monde, ok, c'est l'argent. Donc, qu'est-ce que je peux faire justement pour changer en fait la vie des gens par justement leur vie financière ? Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur le sujet de la santé financière. Et voilà, en étant un peu sur un sujet en particulier, du coup, tu regardes tout ce qu'il y a dedans. Et je suis tombée aux États-Unis sur ce modèle Salary on Demand ou Earned Wage Access qui venait de commencer. Donc, ça fait pas longtemps. Donc, tout nouveau déjà aux États-Unis. Et très bon signe, on adore. Voilà, et en Europe, rien en fait là-dessus. Alors que le pain de donner accès en fait au cash instantané et gratuit, c'est un pain universel. C'est pas du tout relié à un Américain ou un Européen ou un Français. C'est un problème partout, peu importe ce qu'on peut dire sur la culture de dette qui est différente d'un pays à l'autre. Donc ça m'a plu direct. Donc en gros, Rosalie, ça permet aux salariés de recevoir de l'argent gratuit et instantané. Non, mais si, c'est vrai. De l'argent gratuit. Pas l'argent gratuit, c'est son salaire en fait. Oui, c'est pas gratuit. Non. Oui, bien sûr. De l'argent gagné, mais que tu récupères au fur et à mesure. Enfin, c'est des acomptes, quoi. Ouais. Des acomptes c'est du cash gratuit. Donc pour vraiment. Gratuit. Enfin, t'as travaillé pour l'avoir. Absolument. Oui. Enfin, je parle gratuitement, parce qu'en fait, le seul cash aujourd'hui que tu peux avoir instantané, c'est de la banque. C'est-à-dire ton découvert bancaire ou un crédit à la conso. Oui. Et les deux sont très payants, très très chers. Et c'est ce qui rentre les gens à 100% dans des cercles d'endettement. Donc, apporter la même chose, mais avec une alternative plus éthique, plus responsable, gratuite en fait pour les gens, en passant simplement par un concept, mais très très simple, qui est l'acompte sur salaire ou ton salaire gagné, c'est hallucinant. Oui, sauf que, attends, pardon, Rabia, mais la banque, elle te prête des sous, tu n'as rien fait pour elle. Alors que là, tu as travaillé, tu mérites l'argent que tu as gagné, c'est juste que tu l'as un peu en amont au lieu de l'avoir en fin de mois. C'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, le découvert, c'est quoi ? C'est une poche que tu as de sécurité dans laquelle tu pioches quand tu as besoin. Et que tu dois rembourser. Que tu dois rembourser, en fait, à la fin du mois par ton salaire. Oui. C'est la même chose. Mais tu la rembourses en entier et en plus de ça, tu payes là-dessus un super pourcentage des intérêts qui, du coup, piétine sur ton reste à vivre après. Je te donne la même chose, ok ? Qui est remboursé à la fin par ton salaire, parce qu'il est déduit de toutes les façons dans ton salaire. Si je dépense plus que mon salaire. Tu peux pas. Nous, en fait, on fait que de l'acompte sur salaire. Donc, c'est-à-dire que ce que tu as travaillé. Le 3 du mois, tu vois que l'équivalent de 3 jours de travail auquel tu as accès. Le 5 du mois, tu as 5 jours de travail. Le 10 du mois, tu as 10 jours de travail. C'est ça l'acompte, en fait. C'est simplement révolutionner la paye qui est basée sur 30 jours, qu'en Europe, d'ailleurs, parce que la majorité des pays, maintenant, commencent à aller plutôt vers à la semaine, à la quinzaine, etc. Ouais. Justement, pourquoi ? Parce que c'est prouvé, en fait, même scientifiquement, que les gens gèrent mieux leur argent sur un temps plus court.
vers justement une autogestion de son propre salaire. C'est toi qui as le pouvoir de choisir quand est-ce que tu en as besoin et y piocher dedans. Est-ce que tu trouves que c'est juste aujourd'hui que des milliards, qui est la masse salariale en fait, en payroll en quelque sorte, et dans les comptes bancaires des employeurs, donc dans des comptes bancaires qui ne sont pas utilisés, c'est de la trésor, que tu reçois que à la fin du mois, et pendant le mois, en fait, ces mêmes salariés de ces mêmes boîtes, justement, prennent de l'argent en fait, à ces mêmes banques et payent des milliards là-dessus d'agio pour les rembourser en fait à la fin du mois par ce même argent qui y est dans la banque. C'est hallucinant. En fait, l'équation, elle est très injuste en fait. Et c'est simplement en tweakant, et c'est ce que fait un entrepreneur comme moi, en changeant un peu ce qu'on appelle le workflow, le flux en fait de cet argent, que tu désintermédies en quelque sorte ces banques-là, et tu rends en fait l'entreprise, tu lui donnes en fait un rôle majeur en fait là-dedans, parce que c'est la garantie, le leverage, c'est celle qui a la source de tes revenus, c'est la source de notre argent en fait. Donc je suis allée vers la source en fait de l'argent, du revenu en fait de la personne, pour changer en fait la santé financière des gens avec des produits financiers beaucoup plus rapides, plus instantanés et surtout gratuits toujours pour les gens. Donc je peux devenir demain la banque sociale de ces employés. C'est ton objectif ? Pourquoi pas? C'était la vision, en fait, au départ. Tout à fait. Et est-ce que tu as fait des études qui montrent que les salariés, en effet, aimeraient avoir des acomptes sur salaire? Absolument. En fait, j'ai découvert par hasard, en regardant ce projet, etc., aux États-Unis. Je me suis dit, putain, mais comment ils font, etc. Je regardais en Europe, j'épluchais la loi de travail, etc. Et là, je découvre que l'acompte sur salaire est une obligation légale dans la loi de travail depuis des années. Et pourquoi personne ne le sait? Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que les entreprises le cachent. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à faire. Donc, j'ai appelé des centaines de RH pour découvrir, en fait, que les gars font ça manuellement sur papier. Donc, sur demande express de la personne. Exactement. Donc, un salarié doit coincer son manager, en fait, au resto, dans l'usine, etc., pour lui demander un acompte, ou remplir, à la limite, un formulaire papier qui est à sa disposition quelque part dans l'usine, le donner à son manager, donc très, très gênant, et à une grosse barrière psychologique à le faire. Ce manager centralise les demandes parce qu'il ne va pas s'amuser, en fait, à le faire tous les jours, envoyer, en fait, au siège. On va au responsable paye, en fait, au siège social. Ce responsable paye fait ça une fois par mois. Tu vois, récolte tout ça, valide ou pas, valide, etc., etc. T'envoies l'argent et ensuite édite la fiche de paye pour que ça prenne en compte. T'imagines tout ça? Après, il ne faut pas qu'il oublie en fin de mois qu'il a déjà fait la... C'est trop compliqué. Donc, en fait, c'est très compliqué pour la boîte, pour les entreprises. C'est une complexité administrative. C'est aussi de l'avance de trésorerie qui est compliquée parce que, dis-toi que si on est basé sur 30 jours, c'est parce que le fonds de roulement des entreprises marche sur 30 jours. Déjà qu'ils galèrent à fond à déjà payer, en fait, faire la paye, le salaire à la fin du mois. Et ils ne peuvent pas le faire 2-3 fois. Imagine, ça serait encore plus compliqué. Donc, tout ça fait que l'entreprise, au lieu de l'utiliser comme un avantage salarial pour aider son salarié, elle le cache par peur en fait que les gens en fait le demandent. Et donc oui, j'ai fait des sondages qui montrent justement que 70% des Français, quand j'ai commencé, ne savaient pas qu'ils avaient le droit à l'acompte sur salaire. Je fais d'ailleurs ce sondage-là chaque année avec Opinionway. Et donc on est passé de 70% à 30% maintenant. Attends, ça montre qu'on a évangélisé le marché. Je savais pas, hein. Voilà. Et 70% entre eux, des gens en fait qui savent, n'oseraient pas le demander par gêne. Donc, il y a aussi la barrière psychologique qui est dingue. Et donc, c'est ces deux choses. Pourquoi par gêne de quoi? De dire qu'on a besoin d'argent? T'imagines, toi, tu toques la porte en fait, de ton RH chaque 4 matins ou chaque mois pour lui demander un acompte et donc te sentir obligé d'expliquer pourquoi tu as besoin d'un acompte sur salaire. Oui, donc c'est en fait, j'ai honte de demander que j'ai besoin d'argent. De l'argent. Donc, en fait, les Français préfèrent plutôt aller vers la banque. Prendre de la compte sur salaire, prendre du découvert ou prêt à la conso, plutôt que de toquer la porte de leur employeur. Et ça, c'est encore plus vrai avec des cols blonds et des cadres, parce qu'on penserait que c'est un problème que d'ouvriers ou de cols bleus qui ont des revenus très bas. Mais en fait, ceux qui sont le plus gênés peuvent être en fait les gens qui déjeunent avec le RH tous les jours. C'est marrant. Et du coup, tout ça, en fait, si tu viens avec une techno ou un produit totalement digitalisé, d'abord qui digitalise tout le process de A à Z pour enlever justement cette complexité administrative pour la boîte, qui avance aussi la trésorerie pour ne pas toucher à la trésorerie de la boîte. Comme ça, en fait, elle n'a plus rien à faire et elle n'a plus aucun obstacle en fait pour le faire. Et de l'autre côté, pour le salarié, faire ça de manière décomplexée totalement. Donc, c'est une application mobile qu'il a sur son smartphone où il peut y accéder à tout moment, même de son propre canapé, le soir, le week-end, sans besoin en fait d'attendre la validation d'un RH ou autre, et qu'il le reçoit instantanément. L'instantanéité très importante si on veut justement
vraiment remplacer demain le découvert bancaire et tous les crédits à la conso, il faut que ça soit aussi instantané. J'ai besoin tout de suite parce que je suis chez le gastro-entérologue et il me demande tout de suite 120 € là, à payer. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 120 € tout de suite à avancer le temps que la mutuelle en fait les rembourse. Je suis capable en fait de prendre 120 € et de l'avoir tout de suite devant le médecin. Je dois payer 50 € là mes courses chez Carrefour. Je dois être en fait capable de l'avoir maintenant, pas demain ou dans 2 jours ou dans une semaine, comme il est le cas en fait de la compte sur salaire. C'est comme ça qu'on viendrait remplacer complètement les découverts bancaires et les prêts à la consommation et donc sortir les gens de ce cercle d'endettement parce qu'on leur enlève en fait les agios. Il faut savoir qu'il y a 7 milliards d'agios payés par les Français chaque année. C'est énorme. Bien sûr. Et 20 milliards de taux d'intérêt sur les microcrédits, crédits à la consommation. Donc, t'imagines 27 milliards, en fait, à redistribuer avec juste une autre alternative beaucoup plus simple, en fait, que ça. Et de l'autre côté, pour l'entreprise, et ça, c'est très important, parce que nos clients, à la fin, c'est l'entreprise. En fait, en plus de lui enlever tout ça, donc de lui faire gagner du temps RH qu'elle libère sur autre chose, d'en plus avancer à sa place de la trésorerie, ce qui est très important pour les boîtes. Attends, ça, je comprends pas, ça fout en l'air la trésorerie de la boîte, ça. Non, c'est nous qui avançons l'argent. Rosalie est une fintech, en fait. C'est nous qui avançons l'argent, c'est pas l'entreprise. C'est ça qui est très fort, en fait, dans ce qu'on fait. Donc, nous, on se synchronise avec le logiciel de paye pour pouvoir t'afficher en temps réel ton salaire en temps réel. Ça, c'est déjà hallucinant. C'est notre révolution. Tu imagines, sur l'app, en fait, tu vois tout de suite, en fait, gagné ton salaire. 50 €. Là, tu vois que, je sais pas, on est le 21. Là, j'ai l'équivalent de 21 jours de travail, ici, tu vois. Si c'est le 3 du mois, je vois l'équivalent de 3 jours de travail, etc., tu vois. Et je peux tout de suite choisir n'importe quel montant. N'importe. J'ai le droit à 1900, hop, je vais demander 140 € pour payer, je sais pas, une urgence dentaire ou n'importe. Et je le reçois tout de suite. Non, mais tu peux pas demander, t'as le droit au 21 à demander 1900. Oui. Oui, mais les gens ne prennent pas tout. En fait, ils vont prendre par rapport, en fait, je viens de recevoir sur LCL, en fait, les 140 €. C'est Rosalie qui me l'a envoyé. C'est pas ma boîte, en fait. Tu vois, c'est Rosalie qui me l'a envoyé. Et en même temps, nous, on édite la fiche de paye. Automatiquement. Et donc, la fiche de paye, quand elle est générée à la fin du mois, avant même qu'elle soit générée, tu vois automatiquement une ligne à compte sur salaire par Rosalie, le bon montant, la bonne date, elle soustraite en fait de ton solde. L'entreprise fait la paye comme d'habitude et le même jour, nous, on se rembourse de la boîte ce qu'on a avancé à sa place pendant le mois. Et comment tu te rembourses de la boîte ? En fait, on la prélève. On prélève en fait la boîte parce que de toutes les façons, c'est un montant qu'elle devait en fait envoyer aux salariés s'ils demandaient un acompte. C'est juste que nous, on l'a déchargée de le faire pendant tout le mois, comme ça, la trésor tout le mois et le jour en fait où elle devait faire la paye, c'est normal en fait. Mais donc toi, tu as une trésor énorme. Voilà, nous, on est vraiment une fintech. On a créé un produit financier d'un côté. Donc ça, c'est notre back en tant que fintech. Et notre front, c'est une HR Tech qui vend un avantage salarial ou la solution complète de santé financière pour les collaborateurs des entreprises. Donc, on permet justement aux entreprises d'offrir ça comme un avantage. Pourquoi ? Pour renforcer sa marque employeur, renforcer sa politique sociale. Pourquoi ? Parce que nous, on joue énormément sur les enjeux d'attractivité, de productivité des salariés, du turnover qui est atteint des C'est quoi les chiffres, là, tu connais un peu ? Des taux de malades, en fait, surtout depuis le Covid. Aujourd'hui, le turnover, c'est beaucoup plus galère aujourd'hui de trouver un serveur pour un restaurant qu'un data analyst il y a quelques années. Ouais. Là, on parle vraiment de col bleu. On n'a plus en fait personne pour faire en fait les jobs du quotidien, de première ligne qu'on voyait. Ça, c'est dur. Donc le turnover est énormissime et l'absentéisme est vraiment très très fou et l'attractivité. Tous les secteurs, et vous le voyez à mon avis dans tous les médias, galèrent à recruter aujourd'hui. Donc nous, on vient dire, on a un argument compétitif de dingue qui permet, parce que on enlève justement une grande part de l'anxiété financière des gens, du coup, on améliore leur productivité, on améliore leur engagement, on améliore votre attractivité. Et ça, on le calcule de manière très, très concrète. Et ça, on montre ça comme un retour sur investissement pour l'entreprise. On dit, voilà, d'ailleurs, il suffit juste de regarder les job platforms. Tous, en fait, de nos clients mettent en premier salaire à la demande par Rosalie parce que c'est un virage générationnel. Tu vois, en 2030, 75% en fait, des actifs vont être que la génération Y et Z. C'est fini pour Alix. Donc, 2030, c'est demain. Ouais. Tu vois, et donc, ce virage ou ce tsunami générationnel, si les entreprises ne le prennent pas dès maintenant, déjà qu'elles galèrent comme jamais, c'est foutu, en fait, pour après. Et une des grandes demandes, en fait, de cette génération, même de nous, surtout depuis le Covid, parce qu'on voit ça, c'est la flexibilité. Flexibilité dans tout. Flexibilité dans le lieu de travail, télétravail, flexibilité dans le temps de travail et flexibilité aussi de rémunération.
Alors, vidéo à la demande avec Netflix, la bouffe à la demande avec Deliveroo. En fait, tout ça, en fait, tout ce qui est à la demande, c'est quelque chose en fait qui est devenu très normal. C'est dans notre quotidien. Et donc, c'est pas normal, en fait, pareil, d'attendre jusqu'au 30 du mois, alors qu'on est le 3, d'attendre, en fait, alors que j'ai travaillé 3 jours, d'attendre, en fait, 30 jours après pour être payé et aller chercher ailleurs une alternative. Et aujourd'hui, Rosalie, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, on est 35. Payées avec Rosalie. Ah oui, à la sûr. demande. Ah, bien sûr, évidemment. Ils ont ça illimité, bien sûr. Ils ont beaucoup, enfin plein d'autres avantages. Et tout le monde s'en sert? Absolument, absolument. Tout le monde s'en sert, ouais. Même moi, je ouais. m'en sers. Ah oui, bien sûr. En fait, ça devient en fait ta manière de gérer ton argent. Je sais pas si tu regardes, tu es toujours sur les réseaux sociaux, beaucoup, donc les TikTok, etc. Tu as une trend marrant là qui est apparue, surtout depuis le Covid. Tu as plein de femmes, surtout les femmes, en fait, qui sortent leur salaire en cash à la fin du mois et qui le mettent en fait dans des pochettes. Je sais pas si tu as vu, pochette, budget, courses, etc., etc. Ou sur 4 pochettes, une pochette par semaine. Parce que comme j'ai dit, les gens en fait gèrent mieux leur argent sur un temps plus court, etc. 30 jours, tu fais beaucoup de bêtises. Et aujourd'hui, quand tu vois que la majorité des gens, en fait, il leur reste moins de 100 € sur leur compte bancaire le 10 du mois, ah ben, c'est compliqué. Hein. Le salaire médian en France, c'est 1 700 €. Il ne faut pas non plus chercher trop loin. Il y a la semaine dernière, un grand article sur Le Parisien. Le titre, c'était la moitié des crédits conso en 2023 de tous les Français a été utilisé pour gérer sa trésorerie. Pas pour des budgets. Ah oui, c'est lunaire. Pas pour des projets. Avant, quand on prend un crédit à la conso, c'est pour s'acheter une voiture, faire des travaux, etc. Bah non. La moitié, c'était pour avancer des frais de santé, pour faire ses courses, pour payer l'essence de sa voiture pour aller au travail. C'est exactement ce qu'on fait. Et donc ça, enfin, ça valide, en fait, pourquoi on a créé ça. Aujourd'hui. C'est exactement ça. Et attends, tu disais que tu proposais plein d'autres avantages. Tout à fait. On fait complètement de l'éducation financière. Ça, c'est vraiment une première fonctionnalité en fait de Rosalie sur l'application, simplement pour gérer l'urgence financière. Mais derrière, l'idée, c'est d'accompagner les gens vers une santé financière en fait meilleure. Donc, on fait plein de choses. On a par exemple créé la première messagerie nationale qui te permet automatiquement de chatter avec des assistantes sociales et des conseillers financiers. Donc, tu peux poser n'importe quelle question sur l'argent. Du genre. Tout de suite. Bah, n'importe. Je suis endettée à hauteur de temps, je ne sais pas quoi faire. J'ai un projet en fait d'épargne et qu'est-ce que je fais? Je vais avoir un enfant bientôt. Qu'est-ce que je fais? Je pars à la retraite. Comment j'assure en fait mes finances par rapport à ça? N'importe quelle question autour de l'argent. Hein. Je ne touche pas à la santé physique ou autre, c'est vraiment l'argent. Et on a du coup récupéré tous les diplômés CESF qui atteignent le diplôme d'État, donc conseil en éducation familiale et sociale, pour justement répondre en 24 heures sur le chat à tous ces gens-là. Et là, je peux t'assurer en fait combien les langues se délient. On a même des gens qui me disent je suis endettée à temps et ça fait 1 an que j'arrive pas. Ça me pourrit ma vie parce que j'arrive même pas à en parler à mon conjoint. Tu vois, enfin c'est pour ça que je parle de charge mentale et du coup santé financière, c'est bien sûr un link très très fort avec la santé physique et la santé mentale. C'est la conséquence de tout. Oui. Les études montrent que les gens en fait passent 6 à 7 heures de leur temps de travail par semaine à réfléchir sur leurs problèmes d'argent. Imagine le manque de productivité en fait pour l'entreprise. Imagine si tu leur enlèves ça. Imagine si tu leur apportes un confort en fait ou enlever une part de cette en tout cas ce stress financier. Combien en fait tu gagnes en productivité. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Et alors, t'as combien de clients? Aujourd'hui, on a 300 entreprises clientes. Et sur ces 300 entreprises, il y en a combien qui sont des usines ou des restaurants? On a de tout. On a la restauration, le retail, l'hôtellerie, on a l'industrie, la logistique, on a la santé, le service à la personne. On aimerait beaucoup attaquer le service public. J'avoue, mais c'est un autre combat. Mais tous les jours, on a des demandes sur notre site par des profs, des maîtresses d'école, des médecins, c'est hallucinant, des policiers. Tiens. Donc, on aimerait bien un jour, en fait, aller toucher l'éducation nationale, le ministère des Armées, la police, je sais pas. Mais donc, attends, toi, tu as un puissant fond là, d'argent. T'as levé énormément, c'est comment ça se passe? Non, c'est un produit financier, en fait, qui, en dehors de nos levées ou notre argent à nous, donc ce qu'on appelle notre bilan financier, c'est plutôt des lignes de crédit. C'est comme si, en fait, je crée quelque chose, en fait, sur laquelle, bien sûr, je rembourse, en fait, la banque. Par contre, j'ai créé une sorte de flux, en fait, très différent d'un flux d'une boîte de crédit normale. Et donc, tout ça, en fait, ça apparaît pas pour l'entreprise. L'entreprise, de toutes les façons, elle contractualise avec moi en tant qu'avantage salarial simple, un peu comme les chèques resto ou n'importe quel avantage que tu
tu peux, donc sans voir en fait tout ce qu'il y a derrière. Et nous derrière, on fait notre sauce pour justement pouvoir payer en fait les banques par rapport à l'argent en tout cas qu'on avance, mais on paye moins cher justement parce qu'on centralise énormément de boîtes, énormément justement de salariés, etc. Et qu'on les rembourse quelques jours après. C'est pas en fait un truc trop long. Enfin, c'est vraiment une liquidité de cours. Ouais. Et combien ça coûte à l'entreprise ? Ça peut aller. Notre tarif standard, il est de 3 euros par mois. Oui, 3 euros par mois par salarié. C'est vraiment une 13 euros 3. C'est un abonnement fixe par mois par salarié. C'est presque un café par mois par salarié. C'est tout, englobant tout. L'éducation financière, l'avance de trésorerie, la compte sur salaire, etc., etc. Donc, c'est décorrélé. Et ça, c'est très important. C'est totalement décorrélé, notre modèle économique, par l'usage ou l'argent qu'on avance. Oui, peu importe combien. Peu importe pourquoi, parce qu'on veut être aligné avec notre impact social. On ne veut pas lier notre modèle économique à la volonté de pousser les gens en fait, à prendre. C'est tout le contraire. D'ailleurs, parce que puisque c'est fixe, donc le lendemain, si, 80% des salariés demandent tous un acompte, nous, en fait, nos coûts explosent alors que notre chiffre d'affaires reste le même. Et donc, on a tout intérêt, tous les jours, d'améliorer nos autres fonctionnalités pour inciter les salariés à s'éduquer financièrement, à commencer à mettre de côté, parce qu'on a même des fonctionnalités d'épargne. Donc, ils peuvent commencer à épargner comme du prélèvement à la source de manière beaucoup plus simple. Ils ont un simulateur d'aide qui leur permet de simuler toutes les aides pour lesquelles ils sont éligibles en un clic, pour leur faire gagner du pouvoir d'achat. On les notifie avant qu'ils tombent dans le rouge avec un bouclier anti-découvert. Plein de choses, en fait, comme ça, pour espérer qu'un jour, en fait, ils n'aient plus besoin ni de la banque, ni même d'un compte sur salaire. Oui. C'est ça, en fait, le truc. On est d'ailleurs une entreprise à mission, c'est notre label, labellisé Bicorp. Donc, on est là pour ça, pour changer, en fait, la santé financière des gens, leur bien-être financier et leur pouvoir d'achat. Finalement, t'es un peu comme Mythique, quoi. T'aimerais que les gens désinstallent ton application, enfin ne fassent plus appel à toi, ça voudrait dire c'est la vision en fait demain, parce que si on veut être vraiment social, oui, en fait c'est le but. Mais pour ça, il faut que les entreprises comprennent qu'elles ont un rôle majeur en fait à jouer. On peut pas tout mettre sur le gouvernement, en fait l'État, nos taxes, etc. L'entreprise, et pas parce que c'est bon pour ses salariés, c'est aussi parce que c'est très bon pour elle. L'entreprise, elle, c'est chiffres. Pourquoi c'est particulièrement bon pour elle ? C'est particulièrement beau pour elle, parce que ce que j'ai dit, en améliorant son attractivité, en baissant son turnover, tout ça, en fait, c'est de l'argent, énormément. C'est un bilan, en fait, qu'elle voit. Et donc, nous, on lui propose un retour sur investissement clair, sous forme de chiffres, d'euros, parce que c'est comme ça, en fait, qu'elle pense. Voilà, c'est tout. Et donc, quand tu payes tant et qu'en fait, ça t'économise 10 fois plus, bien sûr que tu... Mais attends, Arbia, 300 entreprises, c'est rien. Mais bien sûr, et c'est pour ça, en fait, qu'il y a tout un travail de d'évangélisation de marché. Ouais, il y a du temps, mais en même temps, on ne te voit pas. On voit pas Rosalie. C'est B2B2C. Oui, mais bon, OVH, on voit OVH. Ouais, tu vois. Ça a pris OVH, ça a pris combien d'années en fait? Oui, tout à fait. S'il y a un problème en fait, ce que je dois annoter clairement, c'est la difficulté en fait de allier impact et business model. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, il faut l'évangéliser à fond. 2, c'est la relation entre start-up et grands comptes. Parce que moi, je vends quand même à des grands groupes et des entreprises. Ah là là, c'est pas la même culture qu'aux États-Unis. Hein. Là-bas, les Américains, ils adorent, ils prennent n'importe quelle innovation. Hop, je teste et après, en fait, sur des chiffres concrets, on fait. Ici, non, un test, c'est comme en fait pour signer un contrat avec le grand groupe et c'est long. Donc en fait, on se retrouve avec des cycles de vente. Mon Dieu. C'est quoi, c'est 8 mois, un an? Ouais, en fait, ça dépend de la taille de boîte. Plus la boîte est grande, plus tu vois une trentaine de personnes différentes en fait dedans. Plus du coup, entre chaque rendez-vous au rendez-vous d'après, il se passe en fait des semaines et donc tu peux te retrouver sur un an. Et ta plus grosse boîte que tu as signée? Alors aujourd'hui, Disney. D'accord. Disneyland. Et c'est combien de collaborateurs, ça? C'est 20 000. D'accord. On a aussi, là, on vient de signer Argedis, qui est c'est une grosse filiale de Total Energy. C'est tous les services d'essence, en fait, et tous leurs salariés. Ouais. On a le groupe Bertrand dans la restauration, c'est tous les hippopotamus, les brasseries que vous voyez, etc. Tout à fait. Là, on vient de commencer Quick aussi. On a plein de chaînes de restauration. Pokawa, La Brigade, si ça te parle. On a l'hôtellerie. Après, Pokawa, c'est pas non plus des milliers, c'est pas des dizaines de milliers de gens. En fait, on attaque de tout. En fait, les petites boîtes comme les grandes. Le plus important, c'est montrer qu'on a un service qui peut marcher en fait pour tout le monde, mais à évangéliser, ça prend du temps. Et c'est pour ça que les médias, c'est très important. En parler, éduquer, parce que comme je te disais, personne ne savait que la compte sur salaire
existe ou est un droit, tu vois, tu le découvres et donc il faut que je continue à mort. Mais tu prends la parole là-dessus, toi ? Mais autant que je peux. On est passé sur M6 Capital il y a un an, on est passé dans quelques JT. Voilà, ça a ramené vraiment au moins une première en fait, étape, mais c'est pas ça qui ferait en fait que tous les RH de la place, les DRH ou les CEO te voient en fait sur cette émission et donc signent. C'est ça la problématique. Personal branding, Arbia. Franchement, branding, je sais pas. texte, je ferai tout pour ma boîte. Je ferai tout surtout pour justement évangéliser ce marché parce que j'y crois à mort. D'ailleurs, aux États-Unis, pareil, ça a pris autant de temps. Et aujourd'hui, c'est marrant si on regarde mes équivalents là-bas, donc Daily Pay, Pay Active, etc. Ceux que tu regardais au début quand tu t'es lancé. Complètement. Ces boîtes-là cartonnent. Donc, ils font des centaines de millions de chiffres d'affaires. Et ils ont à peu près 7 sur 10 des plus grandes marques en fait, que tu peux trouver en fait, là-bas. Et surtout, le pouvoir a changé. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu tellement connu que c'est le salarié. Oui, exact, c'est le salarié qui l'impose pendant son entretien. C'est comme quand tu passes un entretien avec un salarié qui te demande est-ce que tu as une mutuelle, qu'est-ce que tu as comme mutuelle. C'est exactement ça. Et donc, nous, là, c'est comment devenir un must-have, comment devenir aussi obligatoire presque dans la loi que la mutuelle. Et donc, je dois faire du lobbying d'un côté. Donc, je compte sur, j'espère, le gouvernement ou un bon coup de chance pour justement évangéliser ça, parce que ça peut complètement ouvrir un boulevard. Et de l'autre côté, justement, compter sur les entreprises, parce que les entreprises suivent les entreprises par l'exemple, en fait. Donc, oui, on a du mal, en fait, ici en France, on a un côté où je ne veux pas être le premier, quoi. Tu ne veux jamais être le premier. Il y a des concurrents alors, nous, on est les premiers en fait, en Europe à importer ce concept. Et heureusement, quand on importe le concept, pour le valider, il faut. Et j'espère qu'il y a des concurrents. Donc, on a aujourd'hui 2-3 en Espagne. Mais en France En France, si, j'en ai en fait 3 qui se sont lancés après nous, qui sont plutôt sur d'autres leviers et surtout qui n'avancent pas en fait, le financement. Donc, c'est un peu différent dans les produits. Mais ouais, ça permet en fait, de confirmer le marché. Et j'espère qu'on sera beaucoup plus. Aux États-Unis, maintenant, on a des dizaines comme ça. Après, c'est des marchés... Et tu as besoin de relever écoutez, j'ai levé il y a un an à peu près 10 millions, donc on est bon, moins pour 2 ans. Mais comme j'ai dit, on a une ambition très importante, donc c'est pas ça qui va... là, le plus important, c'est internationaliser. Donc avant d'avoir sécurisé la France en fait, là, le but, en fait, c'est d'avoir sécurisé une sorte de ce qu'on appelle les premiers early adopters. Donc, on a un bon, en fait, panel de super clients dans différents secteurs qui nous permettent eux-mêmes maintenant d'en parler à leurs filiales, en fait, un peu partout à l'étranger. Et donc, c'est comme ça qu'on augmente notre marché. Donc, on augmente notre marché pour augmenter justement nos clients et espérer aussi que le marché en France se craque très rapidement. Parce que ça, c'est une histoire de time to market sur pas mal de choses. Il suffit juste d'une boule de neige actu sur le sujet important. Enfin, honnêtement, moi, je pensais après le Covid que c'est une accélération de fou. Mais tout le monde te dirait qu'on voit une régression forte sur pas mal de sujets depuis 1 an ou 2. Donc, tu as en fait une folie après le Covid. Et après, on a l'impression de revenir en fait à nos mauvaises habitudes avant. Et je parle surtout des entreprises. C'est dommage. Pareil, comme pour la cause des femmes, etc. On régresse dans tout. C'est fou, mais comme quoi. Donc, soit en fait un gros truc comme ça, soit un gouvernement qui justement m'aiderait à changer ça. D'ailleurs, on fait du lobbying depuis 1 an ou même plus. On a déposé une loi justement à l'Assemblée nationale. On est en train justement de la défendre à fond. Donc, c'est juste que ça prend du temps, en fait, tout ça. Mais quand ça vient, ça devient, j'espère, la norme, quoi. Et c'est ce qu'on veut. Oui, genre les tickets resto, vous faites de l'avance sur salaire. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, tu es toujours toute seule, solo founder ? Alors non, j'ai commencé en fait toute seule, mais 1 an après, j'ai recruté un CTO qui justement j'ai associé dans mon aventure, qui s'appelle Alan, et ça se passe super bien. Oh, ouais, tout à fait. Clairement, être solo founder, c'est très très difficile en fait. Donc partager au moins partie de sa charge, que ce soit ses bons moments comme ses mauvais, c'est pas mal aussi, parce que je pense que mon mari est fatigué d'être mon seul punching ball tous les soirs. Alors justement, tu reviens à la maison et là, est-ce que tu switches direct, je deviens la maman et la femme de mon mari ? Difficile, non. Alors, impossible pour moi que tu vois une sorte de séparation ou distinction entre vie perso, vie pro. Je vis, en fait, Rosalie, dans ma vie et inversement. Et moi, je parle plutôt d'harmonie que d'équilibre, en fait. Donc,
tant que ça va et qu'il y a une sorte d'organisation dans ce chaos qui me va très bien, ça va très très bien. Mon mari est entrepreneur aussi, donc imagine, donc ça fait deux folies. Mais on se comprend et voilà, on essaie juste en fait de ne pas passer tout notre temps, le peu de temps qu'on a en fait, qu'on se voit le soir, à parler de ça. Je pense qu'on a une autre start-up qui est nos enfants, tu vois, qui a sa propre équipe, qui a sa propre trésor, budget, problème, etc. Et donc déjà, en fait, régler ces problèmes-là le soir. Mais ouais. Et est-ce que tu les inities un peu à l'entrepreneuriat? Tu leur donnes ce goût-là? Énormément. C'est vrai qu'en fait, tout le monde me dit « c'est trop tôt, arrête tes conneries ». Mais moi, je trouve que c'est génial, dans même les petits trucs. Donc, leur demander de vendre en fait, des choses qu'ils font, des dessins, etc., en commençant par la famille. Voilà, vendre des tickets de tombola, ça j'adore en fait, voir à quel point elle le ferait toute seule. Pareil, on leur apprend vraiment s'ils veulent demander un cadeau ou quelque chose, c'est pas qu'ils nous pitchent, mais qu'en fait qu'ils nous expliquent pourquoi, parce que c'est ça en fait les fondamentaux d'un pitch demain. Quand tu pitches en fait devant des investisseurs ou devant tes clients, etc. Il faut que tu présentes en fait ton projet, pourquoi, dans quoi tu vas utiliser cet argent, ce cadeau, qu'est-ce que ça va t'apporter pour convaincre en fait l'autre. Donc ça commence par des petits trucs comme ça. Et ouais, on les pousse pour être chef d'entreprise, mais ils feront ce qu'ils veulent parce que mon fils, il a envie d'être pompier pour l'instant et ma fille, elle va être coiffeuse. Donc, comment te dire? Mais est-ce que pour toi, le bonheur, il est dans l'entrepreneuriat? T'as vraiment envie que tes enfants ils soient là-dedans? Oui, mais en fait, j'ai appris aussi avec mes parents. Enfin, il faut pas que je recalque en fait la même problématique. Donc peut-être que ça me paraît en fait comme ça pour moi et que c'est pas leur truc sujet. à eux. Donc non, j'impose rien. Mais mon job, c'est justement leur montrer en fait ce que je fais et peut-être leur donner envie en fait de le faire. C'est simplement de la découverte, c'est tout. Et aujourd'hui, tes parents? Mes parents, écoute, franchement, notre relation, je pense qu'elle s'est jamais autant améliorée. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la maturité? Moi, là, j'ai 40 ans. Donc, honnêtement, et c'est l'âge, c'est le fait que je sois maman aussi. Donc, tu comprends beaucoup plus de choses, en fait, que tu ne comprends pas avant. Ouais, plein de trucs comme ça. Et donc, oui, ils sont en Tunisie, on se voit, ils voient leurs petits-enfants, etc. Et on s'adapte, en fait, à la vie de chacun. Mais en fait, on a appris aussi à respecter maintenant un peu plus les choix de chacun. Même moi, de mon côté, ce qui n'était pas le cas avant. Mais encore une fois, je pense que c'est l'âge, plus qu'autre chose. La maturité. Tout à fait. Est-ce que tu suces les têtes des crevettes, Arbia? Pas du tout. Alors là, tu manges pas de crevettes? Non. Pourtant, j'aime bien, en fait, gambas, j'aime bien le langouste, etc., mais pas la tête. Crevette. Ouais, non, la tête tu de suces rien. Pas. Ah non. T'es sérieuse? Mais c'est le meilleur, c'est le cerveau, c'est là où t'as tous les neurones. Ouais, mais non, justement. Tu pourrais avoir... J'ai une mémoire trop visuelle, en fait, donc je visualise plein de choses, donc là, c'est pas possible. Donc ça, non. Tu dors de quel côté? Fenêtre ou porte? Fenêtre. Ah, m'étonne de toi. Ouais. Je pensais que t'allais être porte pour au cas où il y a un cambrioleur, paf, tu défends ton mari, quoi. Oh, non, par contre, j'ai un sommeil très, très léger. C'est-à-dire même le voisin qui marcherait, qui se lèverait, alors là, j'entends. Ou le bourré qui rentre à 5h du mat et juste demande l'ascenseur en bas, je l'entends. C'est hallucinant. J'ai une oreille interne de fou. Donc, Et est-ce que, justement, à la maison, t'es aussi entrepreneur? Ou t'en as marre de prendre des milliards de décisions toute la journée, donc tu lâches? Franchement, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je pense, après avoir analysé ça avec mon mari récemment, parce qu'on jouait à un petit jeu avec des amis, que en fait, si je vois qu'il y a quelqu'un qui prend le lead, je le lui laisse avec grand plaisir. C'est fou. Même si c'est un lead que tu pourris? Enfin, dès qu'en fait quelqu'un lève la main pour dire je lead, c'est moi qui organise tout, machin, etc. Oui, mais c'est mal organisé. Avec grand plaisir. C'est mal organisé. Ah oui, justement. Mais par contre, justement, s'il y a personne, je suis la première à me porter volontaire. Il faut passer en fait à l'action. Mais donc tu préfères ne pas organiser et que quelqu'un organise mal, pas comme t'aimerais du tout, vraiment à l'opposé, ou organiser. Ouais, mais ça fait partie aussi de l'intelligence de bien choisir ses amis, son cercle et ses amis. Il y a toujours un bon organisateur dans le cercle, donc il faut bien sûr miser sur cette personne. Mais ouais, j'aime bien être guidée, surtout maintenant en fait où j'ai envie justement de lâcher prise. Parfois, quelqu'un qui t'organise tout, mais c'est génial. Je prends jamais le lead. Et ton mari, il organise tout? Il est pareil, ça dépend. Lui, par exemple, ne prend pas forcément en charge l'organisation des vacances, etc. C'est moi qui m'y colle. Mais quand lui, il prend en fait la main, je lui laisse avec grand plaisir. Heureuse, quoi. Ah ouais, bien sûr. Est-ce que c'est facile d'être une femme entrepreneur? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais bien sûr, et c'est toujours le cas. Et j'espère
que ça s'améliorera et que ça régressera pas encore plus. C'est horrible. Tu vois le truc où face à des investisseurs, face à quoi? Tout. En fait, je vois des remarques, je vois des biais, en fait. Même des gens qui ne pensent pas, en fait, le faire qui remarquent même pas. En fait, maintenant, je remarque beaucoup plus. Exemple. Oh, plein de choses, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, par exemple, moi, on m'a toujours là posé la question, quand j'ai levé les 10 millions, la majorité des journalistes et des gens, mais comment tu as réussi à lever 10 millions au moment de la crise? Parce que c'était en fait la crise énorme, etc. Question qu'on pourrait poser à un homme. Ouais, mais moi, je répondais, mais c'est pas ça la question. Moi, j'estime que j'aurais levé 10 fois plus si j'étais un homme. Tu vois. Tu crois? Oui, c'est pas parce que j'ai réussi en fait à lever 10. En fait, si j'étais un homme, je pense que j'aurais levé plus. Et donc oui, il y a en fait un décalage dans tout en fait, dans le jugement des autres. Donc le problème, c'est les investisseurs. Ouais, investisseurs, parce que déjà, en fait, les investisseurs, en majorité, c'est des hommes. Déjà, donc je pitch toujours devant des hommes. C'est rare, en fait, que ça soit des femmes. Tout, en fait. Et donc, il y a des biais, malheureusement, en fait, qui sont là. Et ça, moi, j'ai eu une remarque, par exemple, pendant un pitch, de me dire, mais c'est pas trop ambitieux, ça, pour toi? Est-ce que tu penses que ça, c'est une genre de remarque que tu aurais fait, en fait, si c'était un homme? Par exemple, tu vois, ou quand j'étais enceinte, un investisseur qui me demande... qu'est-ce que je ferais, en fait, au moment de l'accouchement? Je dis, mais est-ce que si j'étais un homme, là, tu me poserais, en fait, la même question? Quoi, j'accouche et je reviens travailler, quoi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, en fait, comme ça. Donc, c'est quand même investisseur. Parce qu'en fait, là, je parle de la personne, du genre, en fait, de personnes que je vois le plus, parce que tu m'as posé la question sur l'entrepreneuriat. Mais j'ai vu aussi ça récemment, client. Voilà, client. Ouais, client. Ah ouais. Ah ouais, j'étais choquée honnêtement parce que je pensais au moins client, on ne serait pas sur ça. Et parce que de toutes les façons, je peux aussi tomber en pitchant devant un prospect femme. C'est pas le cas en fait. C'est vrai que devant des hommes. Je trouve ça plus facile le prospect femme. J'ai l'impression que j'arrive plus facilement à vendre des prestats à des femmes. Ouais. Quand c'est des femmes que quand c'est les hommes. Ah oui, je pense aussi. Et en fait, tu as un côté jugement en fait, des hommes qui est très différent en fait, sur toi. Donc moi, alors que j'estimais simplement vendre mon service en fait, et ma solution, j'ai eu la remarque, mais c'est trop orgueilleux ça. C'est trop, tu vois. Et tu réponds quoi? Franchement, non. Enfin, je dis, ambition, c'est pas de l'orgueil. Je pense que tu as mélangé en fait deux choses. Vendre, en fait, et se vendre et montrer en fait qu'on est meilleur qu'une autre solution ou autre. Pour moi, ça fait partie en fait du job que ferait n'importe qui, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Est-ce que vraiment vous auriez posé la question à un homme? Tu rentres pas dans le chou comme ça? Non, j'ai pas envie, surtout pour un prospect, tu as quand même envie de signer après. Mais oui, c'est le genre en fait de remarques qui te blessent ou qui te font en tout cas réfléchir. Après, en me disant, putain, encore une connerie, ça te blesse pas. Ça blesse pas, parce que tu t'habitues en fait maintenant, mais c'est juste, putain, mais non, c'est horrible. Et c'est encore plus horrible quand, je sais pas, tu perds le prospect à cause de ces emmerdes-là, et tu le sauras jamais. En fait, c'est ça le problème. Et non, tu le sauras jamais. Tout à fait. Et donc, oui, ça commence par plein de choses. Il faut s'éduquer, l'éducation, les médias. Il y a plein de choses en fait, à faire qui ne sont pas faites aujourd'hui. On est encore loin de ça. Et je pense que même ce sujet, c'est relégué. C'est pas grave. C'est relégué, au millième position aujourd'hui. Je pense que, je sais pas, il y a d'autres priorités, en fait. Trop bien, on est en train de faire noyer le studio. Rafraîchi votre table. C'est pas grave, c'est très bien, elle avait chaud. Merci Arbia, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu préfères que ce podcast sorte, mais que personne ne l'écoute? Que ça explose après l'émission, tout ça. Ou que ce podcast ne sorte jamais? Donc soit il sort, mais de toute façon personne n'écoute, soit il sort pas. Qu'il sorte pas alors. Plutôt qu'avoir l'échec de ne pas être écouté. C'était pas ça. Enfin, c'est un peu bizarre, cette question. Ah oui, on est d'accord, elle est bizarre. Ouais, elle est bizarre. Je vais faire un an. C'est vrai, en fait, là, après réflexion, il vaut mieux qu'il sorte. Parce que de toutes les façons, il y aura toujours quelqu'un qui l'écoutera. Non, personne n'écoute. Ouais, moi. Non, tu peux pas l'écouter. Personne ne peut l'écouter. Mes enfants, un jour. Mais au moins, il est disponible à l'écoute. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et si tu devais te qualifier en 3 adjectifs? J'ai l'impression d'être dans un entretien de recrutement. Même les entretiens, on fait plus ce genre de questions. Non, mais attends, j'ouvre mon chat GPT, je vais te dire perfectionnisme. Non, mais en gros, t'es une winneuse. Ah ouais, une battante. Je suis une battante de malade. Vraiment, s'il n'y a pas une fenêtre ouverte, je crée la porte. Voilà, je suis vraiment comme ça. Je lâche rien.
Ouais. Et je suis très, très impatiente. Je pense que je l'ai dit plein de fois et vous l'avez compris. 10 fois dans ce podcast. C'est horrible, mais je ça vient travaille d'où, là-dessus. ça? Je sais pas. C'est l'impatience avec le temps qui passe. La peur de la mort. Je sais pas. Ça peut être relié à plein de choses. Mais oui, j'ai envie de faire plein de choses avant, en fait. Et donc, t'es vite insupportée. Oui, et insatisfaite. Oui. Ouais, t'es très vite. Oui. Toujours plus. monter la barre. Toujours ouais, plus. Tout à fait, ouais. Du coup, j'essaie d'apprendre à mes enfants l'inverse. Ça va être compliqué de leur montrer l'exemple, mais ouais. T'inquiète, fais pas le ménage. Merci Arbia. Est-ce que tu as besoin de dire quelque chose? Non. Tu veux ajouter quelque chose? Non, tout va bien. C'est avec ton regard. Je sais pas. Ah si, j'ai une question. Oui. Rosalie. Oh là là. Rosalie, parce que... Franchement, tout le monde me pose cette question et j'ai pas une histoire de dingue à raconter. Carlos, quoi. Tout le monde m'a raconté ça. J'ai écouté cette chanson, elle est pas ouf quand même. Ah si, regarde, on adore. Elle est pas dingue. Par contre, j'ai vu qu'apparemment, il y a un film qui sort cette année qui s'appelle Rosalie. D'accord. Donc je me suis dit, il faut que je le regarde absolument au ciné pour voir s'il n'y a pas une histoire que je peux extraire de la... du film. Mais ça, apparemment, c'est sur la femme barbue. Ça va être compliqué de sortir une histoire de ça, j'avoue. J'ai regardé la bande-annonce avant-hier, je me suis dit, bon, je pense pas que ça va venir de ce Rosalie film. alors? Honnêtement, c'était une démarche pareille, rationnelle. Je voulais une femme pour personnifier un peu femme. D'ailleurs, une des premières publicités que j'ai vues quand je suis arrivée en France, c'était Cerise pour Groupama. Ouais, je sais pas si ça te dit quelque chose. Et j'ai trouvé ça très génial de personnifier en fait une tech par l'humain, par une femme qui est là pour te coacher, pour t'aider, pour prendre ta main et te sortir de la merde, etc. Parce qu'il faut que ça soit une femme. Dieu peut être une femme. Complètement. Et je cherchais du coup un prénom qui soit pas très commun, mais en même temps très international. Qui se dit dans plein de langues et mémorisable. Parce que si c'est Maria, non, tu vois. Rosalie, par contre, je pense que les gens les mémorisent. Tout le monde dit Rosalie, ça les intrigue. Mais il faut que je crée un personnage. Il faut que je crée et à quand ta prochaine pub télé? Oh là là, franchement, là, j'ai plus l'impression que ça a le même effet qu'avant, j'avoue. Cinéma, peut-être. Petite bande-annonce aussi. Je pense qu'il y a plus placement. Placement, ça marcherait bien. Ouais. Et voilà. Tiens, dans la femme barbue. Rosalie, dans la femme barbue. Elle a une avance sur salaire. Déjà. Mais il faut que je trouve une histoire. J'avoue, besoin d'aide là-dessus. La toile est là. Voilà. Merci Arbia. Merci Pénélope. Putain, je vous ai arrosé le truc. Heureusement que ça n'a pas... Les filles, est-ce que ça vous intéresse une avance sur salaire? Vous êtes en stage, mais bon. Oui, mais... ça marche pour les stagiaires. Bien sûr, stagiaires, oui ou non tout. Et toi, Léna? Pour la toile en général. Mais en fait, j'ai peur que ce soit un peu un cercle vicieux. Mais moi, je trouve ça je suis assez d'accord. C'est normal, c'est ce qu'on penserait. C'est-à-dire, c'est une des questions intéressantes qu'on aurait pu me poser. Et en fait, non. En fait, liberté d'accès ne veut absolument pas dire excès, c'est l'inverse qui se passe. C'est un peu comme les congés illimités, tu vois. Il y avait une grosse discussion là-dessus en disant « Oh putain, on va donner les congés, les gens vont en abuser. » Et en fait, les gens prenaient moins. En fait, c'est la même chose. Là, c'est une poche de sécurité gratuite dans laquelle, en fait, tu as accès quand tu as besoin. Et je peux t'assurer que les gens prennent, en fait, des petits montants, des tout petits montants, par rapport à avant, en fait, de toutes les façons, ils demandaient 50% qui est le maximum, en fait, au milieu du mois. Est-ce qu'à la fin du mois, tu n'as pas plus rien, alors que potentiellement, avant, non, c'est capé, en fait. C'est capé à 50% de ton salaire maximum et à ce que tu as travaillé, ça c'est un. Ouais. Et les gens sont beaucoup plus prudents parce qu'ils savent, en fait, qu'ils le voient, en fait, derrière, sur leur salaire par rapport à un acompte qu'ils demanderaient à leur RH, etc., etc. Et donc, oui, en réalité, là, aujourd'hui, les gens demandent, la même personne demande 3 acomptes par mois en moyenne, chez nous, dans le mois. Mais par contre, il y a des montants beaucoup plus faibles. Et donc, ils sortent autour de 10% de leur salaire mensuel versus 50% avant. Quoi, le 3, le 7, c'est quoi franchement, on a de tout. À peu près, en fait, autour du 10 du mois. En fait, les gens, à partir du 10 du mois... Pas le 3. Non, vraiment, je t'ai dit, la dernière stat montre que les gens, il leur reste 70 balles sur leur compte bancaire, en moyenne, le 10 du mois.